Acte 14. L'affrontement. Saladin, Saladin, mais que t'arrive-t-il encore? S'inquiéta Amina. Ah, ma tête, j'ai mal à la tête, maman. Quelle heure est-il? Il est 9h30. Il faut te préparer pour l'école. Oh non, je suis encore en retard. Il faut que je me dépêche, cria Saladin. Non, calme-toi. Le collège a appelé ce matin pour signaler l'absence de votre enseignante de PS. Ton prochain cours débutera donc à 10h30. Ouf, j'ai cru que j'allais devoir encore courir. Assez étrangement, Saladin avait du temps pour se préparer et pour se rendre sereinement au collège. Assez étrangement, il trouvait cette journée bien plus calme qu'à l'accoutumée. Ce calme avait tout de même quelque chose d'inquiétant. Saladin avait un mauvais pressentiment. Les marins connaissent bien ce sentiment lorsqu'ils sortent en mer. Ils ont, à ce propos, une célèbre formule. C'est le calme qui précède la tempête. Une tempête, quelle que soit sa nature, est toujours traître en mer. Elle vous surprend et vous prend au dépourvu même lorsque le ciel est dégagé. Saladin était content de la nuit passée. Il y avait, néanmoins, un inconvénient de taille. Ses voyages à répétition dans une même nuit décalaient son heure de réveil. Il fallait y songer pour la suite. Il arriva au collège au moment où la sonnerie retentit. C'était la récréation. Nour, qui n'avait pas de téléphone à la maison, chose étrange, s'était présentée au collège à 8h30. Elle passa donc 2 heures en salle de permanence sous la surveillance du pion, terme qui désignait le surveillant ou l'assistante d'éducation, comme l'on dirait aujourd'hui. Elle était heureuse de voir Saladin. Ce dernier l'était tout aussi. « Bonjour Nour, comment vas-tu aujourd'hui ?»« Très bien et toi? Je te trouve plus souriant que d'habitude, » lui fit-elle remarquer. « J'ai passé une très belle nuit, un peu mouvementée mais très belle. »« Encore tes voyages, Saladin, osa Nour. Tu n'y crois pas beaucoup, n'est-ce pas ? » Je pense que tu dois avoir une imagination débordante qui te permet de voyager. L'essentiel, c'est que tu y trouves un certain plaisir. Peu importe que ce soit vrai ou pas. Ah d'ailleurs, j'étais dans mes rêves à Tunis. Ah bon? S'étonna Nour. Et qu'as-tu fait? J'y ai rencontré de grandes figures de notre histoire telles que Ibn Khaldoun et d'autres notables. J'ai même passé la nuit à la madrasa des libraires. La madrasa des libraires? Cria Nour. Il est impossible que tu y aies passé la nuit. Elle n'existe plus depuis longtemps. Ah bon? Et comment le sais-tu? J'ai l'impression que tu me caches des choses, Nour. C'est-à-dire que... non, quelle idée! J'ai juste ma mère qui m'en a parlé, mais il y a bien longtemps, dit-elle de manière confuse. Il faut sacrément bien connaître l'histoire de cet endroit pour savoir qu'elle n'existe plus. Cela n'est pas donné à tout le monde. Disons que dans ma famille, on aime aussi l'histoire. Et cela faisait tellement ringard chez nous que je n'ai jamais osé en parler. Quand j'ai senti chez toi cette passion pour l'histoire, je me suis intéressée à toi. Ah, je comprends mieux maintenant, rétorqua Saladin. Je me disais bien que c'était bizarre que tu n'aies pas rejoint les rangs des autres élèves qui se moquaient de moi. Qui t'a dit que tout le monde se moquait de toi? Reprit Nour. Tu ne le sais peut-être pas, mais le dernier incident avec Madame Vincent a amené beaucoup de camarades comme nous à commencer à s'intéresser à leur propre histoire. J'en ai même vu qui ont, en cachette, emprunté des livres au CDI. Incroyable, s'écria Saladin. Je comprends mieux les paroles de Si Mohamed Amokren. De qui? Interrogea circonspecte Nour. Non, je parlais d'un sage de mon village en Kabylie. Ah, attention, je crois que c'est l'heure de rentrer en cours. Au fait, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Nous avons cours de quoi maintenant? D'histoire, répondit Nour. Ah, c'est pas vrai, j'avais oublié, répondit Saladin qui avait soudainement perdu son sourire. Madame Vincent récupéra ses élèves dans la cour et les accompagna jusqu'à la salle Charlemagne. Elle semblait préoccupée et de mauvaise humeur. Sur ce dernier point, cela ne changeait pas grand-chose. Elle n'a jamais été réellement débordante de joie. Elle fit l'appel des élèves et, en arrivant au nom de Saladin, lui jeta un regard lourd de sens. Ce regard était empli de rage. On y devinait l'enfer alimenté par une haine incommensurable. Les flammes qui se dégageaient de ce regard glacèrent littéralement le sang de Saladin, qui, pétrifié, baissa la tête. Elle se déplaça jusqu'à la table de Saladin. Elle tenait une copie dans ses mains. Elle la lui jeta sur la table sans le moindre commentaire. Saladin
en regardant sa copie, esquissa un large sourire. C'était la copie de la dernière interrogation écrite qui lui valut un 0 pour soupçon de tricherie. La note avait été corrigée. La note initiale de 20 sur 20 fut confirmée. Yes! Il n'y avait, cependant, un étrange détail sur cette copie. Un tampon y figurait avec une date. Il ressemblait à ces tampons administratifs, notamment utilisés à l'inspection académique. Saladin n'avait pas un seul ange gardien, ce soldat inconnu et mystérieux de ses voyages dans le passé. Il en avait même un dans la réalité. Cet enfant était singulier. Sa copie avait été adressée à l'inspection académique par on ne sait quel canal. Quelqu'un était intervenu afin que justice soit faite. Elle remonta jusqu'à l'inspecteur d'histoire qui, en dépit de sa proximité avec madame Vincent, ne put cautionner une telle injustice. Il se trouva contraint de contredire madame Vincent, de peur d'être lui-même inquiété par sa hiérarchie. Il avait donc rétabli d'autorité la note initiale. Ce désaveu, inhabituel dans le milieu, avait profondément affecté madame Vincent. Au lieu de tenter d'apaiser sa relation avec cet élève, elle avait choisi d'aller à la confrontation. « Je vois que monsieur a le bras long, » dit-elle en s'adressant à Saladin. « J'aurais préféré que tes parents viennent s'expliquer avec moi plutôt que de passer par d'autres voies. Cette façon de procéder ne me paraît pas très correcte. »« Je ne vois pas de quoi vous parlez, madame. Mes parents n'ont rien fait que je sache. »« Bien entendu, tu as toujours réponse à tout. Nous allons débuter notre cours. Cela vaut mieux pour tes camarades qui sont fatigués que tu monopolises l'attention de la sorte. » Madame Vincent ne pouvait manifestement pas s'empêcher de faire ces remarques malveillantes. Elle était tourmentée par on ne sait quoi. Toujours aigrie, jamais contente. Elle paraissait pourtant animée de la même passion pour l'histoire que ne l'était Saladin. Le cours d'aujourd'hui portait, assez étrangement d'ailleurs, sur Roger II de Sicile. N'oublions pas que madame Vincent est d'origine italienne. Elle commença par donner quelques dates repères. Roger II de Sicile est un roi normand qui vécut, pour l'essentiel, à Palerme, ville qu'il a vu naître en 1095. Il y décédera en 1154. Cet homme était doué d'une intelligence exceptionnelle pour l'époque. Sous son impulsion, les musulmans furent privés de leur territoire conquis en Sicile, mais aussi dans le Mezzogiorno. Il redora l'image de l'Église et alla jusqu'à porter le combat en terre musulmane comme en Tunisie, qui s'appelait avant l'Ifriqiya. Les sciences se développèrent sous son règne et permirent d'avoir une meilleure connaissance de la géographie du monde, notamment. D'ailleurs, un livre porte son nom, on l'appelle le livre de Roger. Ce fut donc une période riche et faste pour le royaume chrétien de Sicile. Avez-vous des questions à poser ? Les élèves ne paraissaient pas très emballés par cette partie de l'histoire. Des rois, des conquérants, des batailles et des livres. Toujours la même rengaine, se disait-il. Pour tous, peut-être. Pour Saladin, encore une fois, non. L'exposé de madame Vincent était incomplet. Comment intervenir sans risquer l'affrontement ? Il se souvint des paroles pleines de sagesse de Si Mohed Amokren. Il fallait transmettre. Il fallait donc démontrer à ses camarades que l'histoire, telle que relatée par madame Vincent, était tronquée, ou plutôt incomplète. Il n'osait la qualifier de menteuse, accusation d'une certaine gravité à l'encontre d'une enseignante. Il se dit alors que c'était un mensonge par omission, moins grave à ses yeux, même s'il est plus pernicieux. Il s'aventura à lever le doigt. « Saladin, encore toi ? Je préférerais qu'un autre de tes camarades pose une question s'il en a, » objecta madame Vincent avec dédain. « Je vois que personne ne l'a fait, madame. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de lever le doigt. Pour vous demander de nous éclairer davantage sur le livre dont vous avez parlé, » poursuivit Saladin en toute maîtrise. « Je crois avoir dit l'essentiel sur ce point. Pourriez-vous nous dire quel est son auteur, s'il vous plaît » interrogea Saladin. « Je viens de le dire très clairement, je crois. À moins que tu n'étais encore en train de rêver. On l'appelle le livre de Roger. C'est clair ? Dans le titre, nous avons le nom de l'auteur. Cela ne te suffit pas ? Il portait ce nom parce que c'était une commande, madame, précisa Saladin. Une commande ? S'écria madame Vincent. La redoute n'existait pas à l'époque que je sache, dit-elle en ricanant, ce qui ne manqua d'ailleurs pas de faire rire l'ensemble de la classe. Saladin, de nouveau vexé, engagea toutes ses connaissances dans cette confrontation. Je veux dire que le roi Roger II de Sicile
demanda à un savant musulman de lui faire un planisphère et de consigner, par écrit, les informations les plus crédibles possibles sur l'état du monde. Tous les livres mentionnent la contribution de ce géographe originaire de la Ciotat. Il s'appelait Al-Idrissi. Ce n'est pas un inconnu, ajouta Saladin avec un brin de malice. Madame Vincent ne parvint pas à se maîtriser. Cette remarque, comme toutes celles des cours précédents, avait provoqué son ire. Elle était entrée dans une colère indescriptible. Elle tremblait tellement que l'on eût dit un volcan prêt à cracher ses torrents de lave. Elle se précipita au pas de charge vers la table de Saladin, lui agrippa la main droite et lui cria au visage. « Monsieur, je sais tout. Que viens-tu faire dans mon cours si tu connais l'histoire? Tu me pourris la vie. M'entends-tu? Je ne supporte plus tes interventions. Ton ego est démesuré et ton influence négative sur cette classe. Je commence à perdre patience avec toi et… » Elle s'arrêta soudain et ne parvint pas à poursuivre son propos. Elle venait de voir l'anneau que portait Saladin au doigt. « Mais que portes-tu donc au doigt ?» s'écria-t-elle, les yeux exorbités par ce qu'elle voyait. « Où as-tu trouvé cela ?»« Madame, vous me faites mal !» cria Saladin. « C'était donc cela. Je comprends mieux maintenant. Tout est plus clair pour moi. Mon Dieu, j'aurais dû m'en douter avant. Puisque c'est comme cela, je n'ai qu'une chose à te dire. Cecilia, 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 nous verrons qui vaincra. » Saladin eut peur. Son enseignante avait perdu le contrôle de ses nerfs. C'est peu dire. Elle fut comme frappée par un sortilège qui la mit hors d'elle. Ses dernières paroles sonnaient comme des imprécations de sorcier. « Cecilia, Cecilia, Cecilia !» Pas besoin de parler l'italien pour deviner qu'elle disait « Sicile, Sicile, Sicile ». Mais pourquoi donc? Elle retourna à son bureau comme abasourdie. Elle se tint la tête entre les mains. Saladin, en observant la scène, se mit à son tour à ouvrir grand les yeux. Il avait oublié ce détail de début de rentrée. La bague de Madame Vincent. Cette bague faite d'argent vieilli et sertie d'une pierre issue d'un corail rouge. Il ne pouvait s'imaginer qu'elle puisse, elle aussi, voyager dans le temps. C'était son intime conviction. Il aurait pourtant dû ne pas être si sûr de cela.